heureux. Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent pour la deuxième heure d'Europe 1 Soir Week-end. Et j'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Georges Fenech, ancien magistrat. Bonsoir, Bonsoir Georges. Stéphanie. Antonin André, chef du service politique du JDD. Bonsoir Antonin. Bonsoir Stéphanie. Merci d'être là parce que vous avez un petit peu de boulot en ce moment. Un peu. Bon, et encore plus peut-être dimanche. Ah, peut-être. On murmure qu'un nouveau gouvernement serait nommé. C'est pas... Ah non, c'est le nouveau gouvernement, pardon. On en parlera évidemment avec vous longuement. Mais tout d'abord, j'accueille mon invitée, Mona Jaffarian, cofondatrice de l'association Femmes Azadi, auteure de Mon combat aux éditions Stock. Bonsoir Mona Jaffarian. Bonsoir. Particulièrement heureuse de vous recevoir ce soir dans un contexte où oser parler d'islamisme vaut souvent des accusations d'islamophobie, où la fausse bien-pensance de certains offre un boulevard aux ennemis de la République. Vous êtes franco-iranienne, Mona Jaffarian. Dans votre livre, vous aviez mis en garde il y a déjà un an contre l'idéologie mortifère que représente l'islamisme. Ce livre, d'ailleurs, vous le dites, devait raconter la situation préoccupante en Iran. Mais finalement, vous avez réalisé que cette montée de l'islamisme, eh bien, vous la constatiez en France et vous avez voulu la raconter. Alors, parfois, on s'entrechoque avec l'actualité. Cette illustration aujourd'hui, où un conseiller régional des Hauts-de-France, issu de la CGT, du PCF, on ne pouvait pas vraiment l'accuser d'être à l'extrême droite, Cédric Brun, eh bien, a claqué la porte justement du contingent LFI dans la région. Il dénonce la connivence grandissante entre LFI et l'islamisme. Il parle même d'une stratégie d'infiltration. Je vous propose de l'écouter au micro de Pascal Praud et je vous fais réagir dans quelques instants, Mona. Nous faisons face depuis maintenant quelques mois à l'arrivée de profils dits inquiétants au sein des groupes d'action de la France Insoumise. Pour moi, c'en est trop, donc j'ai décidé de prendre la parole. Ce que je voudrais dire à vos auditeurs, c'est un sujet très sensible et très pointu. Quand on dit qu'il s'agit d'entristes de frères musulmans, il ne s'agit pas de musulmans qui vivent en paix en France depuis des années sans aucun problème et qui sont d'une grande culture et qui sont un atout pour la France. Je parle de ces mouvements politiques qui font comme thème principal le fait d'imposer la charia. On vous parle du halal à la cantine. Quand vous essayez de défendre l'emploi, on vous dit mais d'abord, il y a d'autres sujets prioritaires, c'est le voile dans l'espace public et dans le sport, etc. Donc on voit toutes ces idées arriver tout doucement et puis maintenant avec force, au point d'en oublier tout ce qui est profondément la gauche. Mona Jaffarian, au point d'en oublier tout ce qui est la gauche, cette situation que nous décrit Cédric Brun chez Pascal Praud tout à l'heure sur Europe 1, c'est précisément cette situation que vous avez dénoncée dans votre livre, Mon combat. Oui, c'est exactement ça, puisque ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est exactement ce que nous, on a vu en Iran il y a 46 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu une convergence des luttes entre l'extrême gauche iranienne, donc en Iran, c'était tout ce qui était communiste, léniniste, marxiste, avec les islamistes pour une politique du chaos en espérant obtenir le pouvoir. Et c'est vrai que ce qu'on voit au niveau de la France insoumise aujourd'hui, c'est exactement la même stratégie, c'est-à-dire qu'on va miser sur l'antisionisme, l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme et l'indigénisme. Et donc avec ces valeurs-là, on va aller chercher les voies les plus radicales. Et quand on constate quand même les discours de Jean-Luc Mélenchon il y a une dizaine d'années, qui étaient particulièrement anticlérical, anti-voile, anti-entrisme, et qu'on voit aujourd'hui le discours de Mélenchon, on voit bien qu'il y a une volonté politique d'aller chercher des voix, sauf que c'est en train de nous coûter notre laïcité et notre démocratie, parce que ce chaos, on va le payer très cher. On voit bien qu'aujourd'hui l'entrisme gagne du terrain, et malheureusement on est face à des pouvoirs publics qui sont complètement inactifs face à ce qu'est en train de faire LFI, et je pense que c'est vraiment là où j'ai eu le déclic en me disant je ne peux pas raconter l'histoire de l'Iran, parler même de la situation actuelle sans aborder ce que je vois moi tous les jours en France, puisque j'ai vu que cet entrisme atteignait même les milieux militants féministes. Moi je militais depuis des années dans le féminisme, je suis une électrice de gauche à la base, et quand j'ai vu à quel point tout avait basculé et que moi-même j'étais passée à côté en étant iranienne, je me suis dit il faut que je l'écrive parce que il faut que les gens ouvrent les yeux et que cette majorité silencieuse se rende compte de ce qui est en train de basculer dans notre pays. Est-ce que vous avez justement le sentiment, puisque on le rappelle, vous êtes franco-iranienne, on ouvre les yeux en France suffisamment? Vous avez dit les pouvoirs publics ne réagissent pas vraiment. Bon, il y a eu quand même un rapport sur l'entrisme il y a quelques mois, et pourtant on n'agit pas, semble-t-il, selon vous. Oui, si vous prenez le cas de ce rapport détaillé, ça fait un an et demi qu'il est sur le bureau du président. Donc Monsieur Retailleau a décidé de le rendre public parce que, j'imagine, a dû voir une inaction et s'est dit, en le rendant public, on aura enfin une réaction de l'exécutif.
Mais il n'y a toujours rien, il n'y a toujours aucune mesure. Et vous savez, nous on a lancé l'appel du 4 juin avec Lara Fatimi et d'autres, justement parce que on voulait appeler solennellement à l'Assemblée nationale l'exécutif pour qu'il réagisse. Parce qu'on sait aujourd'hui que le vecteur principal de radicalisation, ce sont les réseaux sociaux. Les jeunes passent entre 3 et 5 heures sur TikTok par jour. Quand vous allez sur TikTok, il vous faut 7 minutes pour voir la première vidéo vous incitant à rejoindre l'islamisme, à prôner pour les jeunes filles le voilement, à faire l'apologie de l'inégalité des droits entre les hommes et les femmes. Et en fait, on ne prend aucune mesure là-dessus, alors qu'on sait que ça existe. On a des prédicateurs qui prêchent ouvertement le fait que la femme vaut la moitié d'un homme. On sait que le deuxième vecteur, ce sont les mosquées. Avec des ingérences étrangères. On a aussi des agents actifs qui sont dans les médias, dans les universités, dans les manifestations, des associations qui sont financées par des puissances étrangères. Et on trouve ça vraiment hallucinant aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se trouve. Et je pense que tous les Français le voient bien, même dans la rue quand ils sortent tous les jours, qu'il n'y ait toujours pas un plan d'action étatique pour lutter contre. Antonin André, je profite de votre présence, que nous dit Mona Jaffarian, ce fameux rapport, effectivement, qui a été sorti par Bruno Bretaillot, qui est resté dans le bureau du président. Est-ce qu'il y a eu une réponse ? Alors, il n'y a pas ce qui est compliqué avec ces phénomènes-là, c'est que c'est difficile de caractériser le délit, de caractériser l'entrisme. Par définition, c'est une infiltration à bas bruit de l'espace social. Et de dissoudre. Et c'est vrai que ce qu'on n'a pas bien vu, c'est qu'on était habitué à une forme d'islamisme radical qui opérait par attentat et qui donc terrorisait. Et c'était comme ça que se manifestait en fait la menace islamiste. Les frères musulmans, eux, préconise un mouvement de très long terme d'infusion dans la société, d'infiltration dans la société, pour petit à petit grignoter comme ça les esprits et s'imposer comme une idéologie du quotidien, j'allais dire, presque banalisée. Et c'est beaucoup plus difficile à combattre. C'est aussi ce que dit ce rapport sur l'entrisme, qui est à la fois alerte et à la fois... c'est vrai qu'il dit c'est très lié à la prise de conscience de chacun, à la vigilance de chacun, mais la caractérisation judiciaire, j'allais dire, de ces sujets sont pas toujours évidents. Alors sur les mosquées, quand même, elles sont celles qui sont visées sont surveillées par la justice et les imams, le cas échéant, expulsés. Mais c'est vrai que l'État français est face à une forme de militantisme et d'infiltration qui est très difficile à combattre. Justement, le magistrat Fenech, comment on lutte contre cela ? Parce que, en effet, Antonin l'a décrit, Mona Jaffarian également, c'est extrêmement difficile. On ne peut pas dissoudre d'ailleurs les frères musulmans, même si dans certains pays, au Moyen-Orient, en Orient, on le fait. Oui, avant d'envisager éventuellement une dissolution, il faut d'abord repérer ce qu'est ce phénomène. Vous nous apprenez des choses. Madame, comment s'appelle-t-elle, qui a écrit des livres là-dessus, Madame Florence Berger. Nous a beaucoup alerté dessus, et d'autres également. Nous avons aussi prochainement une commission d'enquête parlementaire, celle qu'a voulu Monsieur Laurent Wauquiez, qui va être présidée par Monsieur Jean Brun, sur les liens entre les politiques et, on voit bien que c'est les filles, et des réseaux fréristes. Donc tout ça, il faut le mettre à jour. Il faut vraiment qu'on sache. Il faut que les Français ont le droit de savoir ce qui se trame, voyez-vous, parce qu'effectivement c'est à bas bruit tout cela. Après, il faut évidemment mener une action, parce que c'est des préconisations qui sont totalement contraires à nos sociétés occidentales démocratiques, qui se fondent sur des valeurs qui sont l'égalité homme-femme, etc. Donc comment agir ? Vous avez raison, on peut pas dissoudre un courant religieux. On peut pas le dissoudre. Bon, c'est considéré comme terroriste dans certains pays, donc interdit. On se souvient en Égypte, notamment. Après l'élection de Morsi, ça a été tout de suite l'emprisonnement. Mais chez nous, on est attaché aussi au respect des libertés. Et donc, c'est pas comme ça qu'il faut c'est comprendre le phénomène. On risque d'être un petit peu naïf parfois. Oui, mais on a quand même des moyens d'agir. Alors, lesquels ? Bon, on a voté une loi sur le séparatisme il y a quelques années, en 2021. Qui était déjà un premier pas. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut démasquer tout cela. Il faut démasquer, aller beaucoup plus loin, prendre des mesures radicales lorsqu'il y a un imam qui prêche, comme on le fait maintenant d'ailleurs, les lieux de culte, etc.
mais c'est un travail du quotidien. Il n'y aura pas une dissolution comme ça. Je ne sais pas ce que vous pensez, oui, Mona, de ce phénomène. Il y a quand même des grandes marques aujourd'hui de sport, par exemple, Adidas, qui font la promotion de burkini, qui font la promotion de tenues avec le voile, et ça, c'est dans des logiques, dans des perspectives commerciales. Et on voit bien que le phénomène est multiforme. Comment vous percevez ce... Il est multiforme, et je pense que là où on a vraiment perdu une bataille idéologique, je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, en étant sur Instagram, je tombe sur un média féministe, donc très engagé pour les femmes, qui met en avant la nouvelle rédactrice en chef du Elle, alors de mémoire c'est au Danemark, qui est une femme voilée. Et donc, ils mettent dans la description de cette femme, au-delà de son élégance, de son goût pour la mode, qu'elle se bat contre la laïcité en France pour permettre le voilement des fillettes. Donc je lis ça et je me dis, c'est quand même hallucinant qu'on en arrive au portrait d'une femme voilée au Danemark, rédactrice en chef du Vogue, à mettre quand même en avant dans ces combats de permettre aux jeunes aux mineurs, donc aux enfants, de se voiler à l'école en France. Et donc on voit bien, en fait, c'est très insidieux la manière de faire, puisqu'en fait on a réussi à normaliser les outils de soumission de la femme, on a réussi à rendre le hijab comme un manifeste du féministe, et quiconque s'y oppose ou tente au moins de dénoncer la charia, on appelle ça de l'islamophobie. Absolument. Mona Jaffarian, je vous propose de rester un petit peu avec nous. On poursuivra ces débats dans quelques instants, juste après la pub sur Europe 1. Et toujours en compagnie de mes débatteurs de la deuxième heure, Georges Fenech et Antonin André, et puis mon invité Mona Jaffarian, cofondatrice de l'association Femmes Azadi, auteure de Mon combat aux éditions Stock. Et je disais qu'on était très heureux de vous avoir, Mona Jaffarian, parce que c'est vrai que souvent on a des exemples dans l'actualité d'entrisme, on en parle très régulièrement sur nos antennes, au risque parfois de passer pour islamophobe. Vous l'avez dénoncé, vous justement, c'était l'un de vos combats dans votre livre. Vous nous expliquiez il y a quelques instants que vous faisiez le parallèle avec ce qui se passait en Iran, sauf que c'était il y a 46 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités françaises pour que justement on ne suive pas le même chemin ? Déjà d'avoir un véritable réveil national, parce que effectivement c'est des mouvances qui sont très dures à combattre, mais elles sont quand même assez évidentes. Je veux dire, quand des gens prônent l'inégalité entre les hommes et les femmes, quand ils prônent le mariage de fillettes, quand ils prônent la lapidation ou la polygamie, c'est des choses qui arrivent tous les jours sur notre territoire. Eh bien, on a quand même des moyens de mettre en place des choses pour empêcher tout ça d'arriver. Et d'ailleurs, nous, je vous parlais de notre appel du 4 juin, il y avait des mesures très fortes, c'est-à-dire justement de passer des partenariats avec TikTok, etc., pour pouvoir bannir tous les influenceurs islamiques dès lors qu'ils dépassent en fait les lois de la République et la laïcité. La deuxième préconisation, c'était d'interdire le voile dans l'enseignement supérieur et dans le sport, justement parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une liberté de porter ce qu'on veut. Le voile n'est pas une placé casquette. Pour le savoir. Hein. Oui, le voile n'est pas une casquette, et en fait on condamne finalement toutes ces jeunes femmes à cet entrisme, puisque très jeunes, on leur inculque que si tu n'es pas pudique, si tu n'es pas voilée, eh bien, tu ne seras pas marié, tu ne seras pas respecté, tu ne seras pas aimé, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos de jeunes femmes qui décident de vouloir retirer le voile et qui pleurent sur TikTok parce qu'elles disent « je vais me faire insulter, j'ai peur de perdre mes followers ». Donc on se rend compte qu'il y a une pression sociale, et c'est à nous aussi, en tant que société, de les aider et de les accompagner à sortir de cet entrisme. Antonin André nous expliquait il y a quelques instants, en effet, alors pas cette impuissance des autorités, mais cette difficulté en tout cas à combattre ces phénomènes. Vous diriez quoi c'est une difficulté de les combattre, ou une forme de naïveté, une forme de renoncement? Quel est votre regard? Moi, je vois plutôt du renoncement, puisque par exemple, quand on a dissous le CCIF, eh bien, il s'est recomposé. En Belgique. Exactement, CCIE derrière. Si on prend des associations comme par exemple Urgence Palestine, qui appellent clairement au djihad, à l'intifada dans Paris, et qui sont un des principaux vecteurs de radicalisation en exploitant la cause palestinienne, eh bien le ministre de l'Intérieur avait dit que ça allait être dissous, ça n'est toujours pas fait. Je veux dire, ça fait 2 ans dans nos rues qu'on voit des appels à la violence, des appels à la haine de la France, des appels à un djihad globalisé. On voit les effets aujourd'hui en Europe, puisqu'il n'y a pas un jour qui passe sans un attentat ou une tentative
d'attentats. Et c'est justement cette convergence entre l'islam politique et l'islam djihadiste qui devient de plus en plus inquiétant, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils ont à leur disposition les réseaux, l'intelligence et le savoir-faire de l'extrême gauche. Et ça, il faut vraiment pas le minimiser, parce que nous, on l'a vu pendant la manif pour les droits des femmes le 8 mars, où on a été attaqués, nous, iraniennes, avec les femmes juives. Il y avait une alliance clairement entre l'association Samidoun, reconnue comme terroriste dans de nombreux pays, toujours pas en France, l'association Urgence Palestine, les Black Blocs, les Antifa et l'extrême gauche, qui formaient un bataillon face à juste des femmes iraniennes et juives, qui brûlaient des poubelles d'ailleurs très symboliques devant le Bataclan. Oui. Et les policiers ont dû attendre que tout le monde manifeste pour nous protéger par des centaines de CRS pour qu'on puisse juste marcher pour la manifestation des droits des femmes. Et pour moi, là, on voit clairement un renoncement de la République. C'est pas nous qui aurions dû rester parqués pendant 4 heures dans une ruelle. C'est eux qui auraient dû être interdits de manifester ce jour-là. Et c'est dans toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui au quotidien, où on voit clairement peut-être une peur des émeutes, une peur de la montée des attentats. Mais moi, on le dit et on l'a vu en Iran, renoncer ne les empêchera jamais d'avancer, au contraire. On pourrait commencer par donner la parole à Mona et à personnalité comme elle sur beaucoup plus d'antennes, parce que je trouve que son propos est très intelligible, très construit, très cohérent, et décrit des choses que c'est vrai, j'en fais l'aveu, nous ne voyons pas toujours nous-mêmes à hauteur d'homme, donc le discours que vous portez est déjà, je trouve, en soi un axe politique assez fort. C'est pour ça qu'on est... dont les politiques et les gouvernants, je ne sais pas si vous avez des liens, si vous êtes consulté parfois en tant qu'experte, ou si on sollicite votre expertise pour éventuellement concevoir des façons de lutter au plus haut niveau, au gouvernement. Est-ce que vous avez des contacts avec le ministère de l'Intérieur? Non, malheureusement, on n'en a pas. Avec M. Jeanbrun, on s'est déjà rencontrés parce qu'il était très impliqué. On va lancer un appel à M. Retailleau. Voilà. Qui va diriger d'ailleurs la commission d'enquête sur les liens LFI avec l'islamisme. Alors, votre combat rappelle celui aussi de Omar Youssef Souleiman qui a sorti un livre hier, Les complices du mal, que d'ailleurs LFI a tenté d'interdire. Qui est un ami, et je conseille vraiment son livre, et celui de Nora Bussini aussi. Oui, absolument, qui se fait aussi copieusement attaquer. Omar Youssef Souleiman, qui parle d'ailleurs de Rima Assad, vous parliez d'Urgence Palestine, je crois que le garde du corps de Rima Assad, me semble-t-il, est issu de Urgence Palestine. Rima Assad qui est reparti sur sa fameuse flottille. Je voulais vous faire écouter le président Emmanuel Macron, qui a aujourd'hui demandé aux autorités israéliennes d'agir dans la légalité concernant la flottille. C'était pas passé inaperçu. Écoutez le président français. Nous demandons que toutes les règles soient respectées et que nos compatriotes soient protégés, comme il se doit. Et donc nous suivons de manière extrêmement étroite cette situation avec nos partenaires européens qui sont concernés, en particulier l'Italie et l'Espagne. Nous sommes très attentifs, nous demandons à ce que tous nos compatriotes qui ont fait ce choix, qui est un choix d'engagement, face à une situation que nous avons nous-mêmes dénoncée de la manière la plus officielle et face à laquelle nous agissons et nous voulons continuer d'agir, que nos compatriotes soient protégés. Alors c'est vrai qu'on est toujours un petit peu mal à l'aise quand on parle de compatriotes français, qu'on parle de Rima Hassan, qui parle 99% du temps de la Palestine, Antonin André, mais je sens qu'on va pas être d'accord, c'est bien. Non, mais on est quand même obligé de reconnaître que parmi ces gens-là, il y a des Français, et quand Emmanuel Macron tient cette position, c'est aussi pour ne pas envenimer davantage la situation, c'est pour ne pas donner le sentiment justement que, quelle que soit votre opinion et vos actions militantes quand vous êtes Français, le président ne vous accorde pas la même importance au nom d'une forme d'égalité. Il est là dans sa fonction, il va pas dire aux Israéliens, dont on sait par ailleurs parfaitement que les Israéliens traitent parfaitement bien ces gens-là, ils ont tous les égards. Alors bon, je sais qu'après ils font des longues vidéos pour se plaindre, qu'ils ont été privés de leur téléphone portable, qu'ils ont eu très peur. Et qu'ils jettent à la mer d'ailleurs. Israël les traite bien, les renvoie chez eux et fait preuve d'une patience et d'une célérité à leur endroit qui, crois, ne nécessite pas ce genre d'appel. Le président le fait juste pour des questions d'apaisement et de ne pas donner des armes à ses contempteurs. Je serais moins laudatif. Il y a du débat. Je ne suis pas laudatif. Oui, je décris son intention. Oui, je ne suis pas certain. Oui. En fait, que le président s'occupe de la sécurité de ses concitoyens, c'est normal. Mais quand vous l'entendez bien, c'est une forme d'encouragement à cette action. Il parle d'un engagement qui correspond à l'action voulue par les gouvernements européens, etc. Donc, quelque part, il adoube cette flottille qui, rappelons-le, est financée, d'après les preuves que nous ont ramenées les Israéliens, par le Hamas quand même. Donc, je pense que là, il est allé un peu loin, voyez-vous.
Oui, et puis bon, c'est vrai que ça, Antonin André, c'est vrai que ça arrive dans une séquence quand même où il y a eu la reconnaissance de l'État de Palestine. Oui, il y a beaucoup de griefs faits au président français. Peut-être qu'il essaye de chauffer le chaud et le froid. Oui. Sans d'ailleurs qu'on arrive très bien à suivre sa ligne. C'est ça le sujet avec lui en matière de diplomatie. C'est qu'en réalité, la ligne de la France est un peu illisible et on ne peut pas dire qu'il ait contribué à la clarifier. Mona Jafarian, ça vous évoque quoi justement, c'est cette ligne d'Emmanuel Macron qu'on a du mal à comprendre en ce moment et qui est très douloureux d'ailleurs pour nos concitoyens juifs en ce moment qui subissent la montée de l'antisémitisme, l'explosion depuis le 7 octobre. Ben, écoutez, ce que dit le président de la République française ressemble étrangement au tweet de Khamenei aujourd'hui. Donc déjà, ça fait qui remerciait la flottille pour son action légitime au vu de la situation à Gaza. Mais si on veut prendre le sujet un peu plus sérieusement, ce ne sont pas des activistes humanitaires qui sont sur ces flottilles. Oui, ça nous avait pas échappé. On a étudié quand même pas mal de cas, dont l'un des personnages présents, qui a quand même été scandé les slogans des Houthis en présence du Hezbollah, qui a été à l'enterrement de Hassan Nasrallah. Donc c'est des gens qui ne sont pas que des militants. D'ailleurs, aujourd'hui, la flottille a repartagé le communiqué de presse du Hamas. Donc il ne se cache même plus de le faire. Donc moi j'aimerais que le président par exemple condamne l'Égypte, parce que finalement tous ces activistes-là, quand ils arrivent en Égypte, ils sont battus. On leur donne des sandwichs avec des clous à l'intérieur, ils sont emprisonnés, on leur lit pas leurs droits, on les jette comme ça dans la nature. Mais là, bizarrement, le président de la République, il ne condamne pas l'action égyptienne. Et autre point quand même très important, je tiens quand même à rappeler aux gens qui nous écoutent qu'un député de la République s'est rendu au Liban, non pas pour soutenir le gouvernement légitime au Liban, qui tente par tous les moyens de désarmer le Hezbollah et les milices palestiniennes armées au Liban, mais qu'il s'est rendu sur la tombe d'auteurs d'attentats, qu'il a rencontré le FPLP, qui est quand même une organisation reconnu comme terroriste par l'Europe et donc par la Thomas France. Porte. Exactement. Oui. Et qu'il a également parlé avec Georges Abdallah. Rappelons quand même ancien militant responsable de la mort de diplomates, diplomate américain israélien qui a été d'ailleurs loué par Éric Coquerel, qui a été finalement libéré. Et surtout qui a déclaré il y a tout juste une semaine en interview qu'il félicitait l'auteur de l'attentat à New York qui a coûté la vie à 2 juifs et qu'il appelait tous les pro-palestiniens à travers le monde à faire la même chose aux juifs partout où ils se trouvaient. Et ma langue a fourché, c'est pas un militant, c'est évidemment un terroriste, évidemment présenté comme un militant. Il y a une forme de complaisance, en tout cas de retrait en France des politiques, mais aussi, moi je m'interroge parfois même sur des poursuites judiciaires qu'on aurait pu mener sur les propos tenus par certains députés LFI, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'au moment du 7 octobre, il faisait des amalgames assez fumeux, assez douteux, à l'endroit de la présidente de l'Assemblée nationale. Certaines limites, effectivement, sont franchies sans qu'on ne les relève suffisamment ou qu'on ne les souligne suffisamment. Et comment vous l'expliquez ça, Antonin André, justement ? Je rejoins un peu Mona, qui parle d'une forme de renoncement, peut-être aussi d'une forme de peur. C'est-à-dire que quand même, c'est instillé dans le débat public et dans le débat politique à coups d'invectives, de menaces. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, on dirait un ring de MMA. Et on voit des élus de la République qui sont menacés de mort parce qu'ils combattent politiquement LFI. Et tout ça, c'est vrai, finalement, n'est peut-être pas assez mis en avant, n'est peut-être pas assez combattu, et y compris devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sujet sur la judiciarisation de ces il y aura délires. cette commission d'enquête effectivement lancée à l'Assemblée nationale. Merci infiniment Mona Jafarian d'avoir été avec nous, et puis on se retrouve avec Georges Fenech et Antonin André pour parler politique dans quelques instants. Vous avez quelques petites informations peut-être ? Quelques petites informations. Antonin, on va avoir un gouvernement avant la fin du week-end manifestement. Dimanche. Bon, à tout de suite sur Europe 1.